La Bibliothèque d'Alsace a organisé le webinaire Le traitement des phénomènes de censure et de controverse dans le développement des collections en bibliothèque le 26 mars 2026. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin et donc bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints et à celles et ceux qui nous revisionneront peut-être en replay. Donc, tout d'abord, quelques mots sur la Bibliothèque d'Alsace qui organise aujourd'hui ce webinaire. Alors, la Bibliothèque d'Alsace, qu'est-ce que c'est? C'est le service de la collectivité européenne d'Alsace qui est en charge de la mise en œuvre de la politique de développement de la lecture publique sur le territoire alsacien. Donc la Bibliothèque d'Alsace, elle a pour mission première d'accompagner les collectivités territoriales, les communes et les intercommunalités dans le développement de leur politique de lecture publique à travers donc l'action de leur bibliothèque. Et donc pour ce faire, la Bibliothèque d'Alsace, elle accompagne notamment les équipes des près de 300 bibliothèques partenaires sur le territoire, à la fois dans leur quotidien et dans l'évolution de leurs pratiques, notamment par l'intermédiaire de la formation et d'instances d'échange entre pairs. Et donc, c'est dans ce cadre que s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui, puisque ce webinaire, il a été conçu comme un temps à la fois, entre guillemets, didactique, qui vise donc à apporter des repères et des éclairages théoriques à travers un format table ronde, mais aussi comme un temps d'échange entre professionnels. Alors, l'ambition de ce webinaire, c'est de pouvoir ouvrir une réflexion sur la manière dont les bibliothèques peuvent appréhender les situations dans lesquelles des auteurs, des œuvres, des thématiques qui sont présentes dans leur collection deviennent l'objet de controverses, voire de phénomènes de censure. Ces situations qui sont régulièrement alimentées par l'actualité, elles interrogent directement le rôle des bibliothèques en tant qu'institution à la fois culturelle et démocratique. Alors, on peut citer quelques exemples concrets et récents dont vous avez sûrement déjà connaissance. On peut penser par exemple à la place des ouvrages portant sur l'abbé Pierre suite aux accusations posthumes de violences sexuelles dont il aurait été l'auteur, la place des ouvrages de dark romance qui font aussi régulièrement l'objet de critiques autour de voilà, des schémas relationnels parfois violents ou des stéréotypes de genre qu'ils véhiculent, les livres qui vont traiter du conflit israélo-palestinien, etc. Alors ces phénomènes de controverse et de censure, on verra qu'ils ne sont pas nouveaux, mais ils vont s'inscrire aujourd'hui dans un contexte qui est profondément renouvelé, qui est marqué par une médiatisation accrue, notamment, aussi par des attentes sociales plus fortes, des mobilisations citoyennes ou militantes qui sont aussi plus visibles, et un rôle amplifié des réseaux sociaux qui va transformer les rapports entre les publics et les institutions. Et donc, dans ce cadre, ces phénomènes voilà, de controverse, de censure, ils font émerger des questions éthiques et déontologiques de plus en plus vives au sein de la profession. Et on peut ici penser à la place croissante de ces sujets dans les débats professionnels, l'augmentation des sollicitations du comité éthique de l'ABF, comme on le verra avec Dominique Lahari, qui est l'un de nos intervenants, ou encore la publication en juillet 2025 d'un rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche sur ces enjeux. Donc face à ces dynamiques, c'est pas toujours facile de se positionner. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut retirer un livre qui est jugé problématique ou plutôt le contextualiser? Qu'est-ce qu'on fait si un élu, nous demande de retirer un ouvrage? Comment mettre en œuvre concrètement le principe de pluralisme? Donc tout un panel de questions et ce webinaire, il entend, articuler une réflexion théorique et des éclairages professionnels pour mieux comprendre les tensions contemporaines autour des collections et d'aider les bibliothèques aussi à situer leur rôle et aussi leurs responsabilités dans ces débats. Alors juste avant de présenter nos intervenants, compte tenu du caractère qui peut être un peu polarisant parfois de certains sujets qu'on va aborder, on souhaitait juste rappeler que ce temps reste un espace d'échange professionnel, respectueux à la fois des personnes et des points de vue. Donc que ce soit dans le fil de discussion ou à l'occasion du temps de questions-réponses, on vous remercie par avance de veiller voilà, à des échanges respectueux et constructifs. Et je passe la parole à Agnès pour la présentation des intervenants. Alors, pour animer ce webinaire, nous avons le plaisir de pouvoir compter sur 4 intervenants au profil et aux expertises complémentaires. Notre première intervenante est Madame Élise Canaple, responsable adjointe de la médiathèque métropolitaine Frida Kahlo à Schiltigheim. Outre son expérience de terrain, Madame Canaple dispose d'une expertise et d'un regard particulièrement éclairant sur les enjeux professionnels que nous allons aborder aujourd'hui.
Elle reviendra notamment sur le dispositif et les succès du moment mis en place à la médiathèque Frida Kahlo, dispositif qui a pu être à l'origine d'interpellations de la part d'usagers. Nous avons également le plaisir de compter parmi nous M. Dominique Lahari, membre du comité d'éthique de l'Association des bibliothécaires de France, figure reconnue au sein du monde des bibliothèques. Dominique Lahari est à l'origine de nombreux articles et travaux professionnels. Il nous apportera aujourd'hui son regard sur les dynamiques qui traversent actuellement la profession en matière d'enjeux éthiques et déontologiques. Notre troisième intervenant est Jean-Yves Mollier, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Spécialiste de l'histoire de l'édition, du livre et de la lecture, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont le livre Interdiction de publier, la censure d'hier à aujourd'hui, publié en 2020. Son regard d'historien nous permettra notamment de replacer les phénomènes de controverse et de censure dans le temps long. Enfin, notre quatrième intervenant est M. Claude Poissonneau, enseignant-chercheur en sociologie à l'IUT Nancy-Charlemagne, option métier du livre, spécialiste de la sociologie de la lecture, des bibliothèques et des institutions documentaires. Son intervention permettra d'apporter une grille de lecture sociologique à l'analyse des enjeux abordés lors de ce webinaire. Donc, nous remercions chaleureusement nos intervenants pour leur présence à ce webinaire. Donc, ce webinaire se découpe en deux grands temps. Tout d'abord, une partie table ronde au cours de laquelle nos intervenants seront amenés à aborder plusieurs axes thématiques. À l'issue de cette table ronde, nous ouvrirons un temps d'échange de type questions-réponses entre vous participants et les intervenants. Tout au long de la table ronde, vous pouvez déposer vos questions par écrit dans le chat. Ces questions seront reprises lors du temps de questions-réponses. La table ronde sera structurée autour de trois axes thématiques: définir et contextualiser, comprendre les dynamiques contemporaines, réfléchir à la posture professionnelle. Alors, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant, on vous propose juste un petit exercice de clarification conceptuelle autour des notions de controverse et de censure. Deux notions qu'on a fait apparaître donc dans le titre de ce webinaire et qui nous semblait important de pouvoir définir avant de rentrer dans le vif des échanges. En effet, ces deux concepts hein, de controverse et de censure, ils sont parfois utilisés de manière assez interchangeable, alors qu'au final, ils renvoient à des réalités différentes. Donc, c'était important pour nous de faire ce petit exercice de définition en amont. Alors, dans un premier temps, le concept de controverse, il va désigner une situation dans laquelle une œuvre, un auteur, une idée ou une thématique va faire l'objet d'un débat public conflictuel qui va impliquer des points de vue ou des valeurs divergentes, voire opposées. En bibliothèque, les phénomènes de controverse portent souvent sur les collections, mais pas que. Ils peuvent aussi concerner des choix de programmation culturelle. Néanmoins, je précise hein, que la question de l'action culturelle ne sera pas traitée dans le cadre de ce webinaire. Nous, on va traiter vraiment la question des collections. Alors, l'élément important à retenir, c'est que la controverse, elle n'implique pas nécessairement de censure. Elle peut rester à l'état de désaccord sans intervention spécifique sur les collections. À contrario, le concept de censure, il va désigner une action qui vise à empêcher, limiter ou contrôler la diffusion d'un contenu jugé problématique. Cette censure, elle peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être une censure institutionnelle, ça peut être une censure sociale, dans le cadre de campagnes militantes, de pression de la part d'usagers, et cetera. Une censure politique ou encore de l'autocensure. Alors, qu'est-ce qu'on désigne par l'idée d'autocensure? Ce serait une situation dans laquelle un professionnel ou une institution va renoncer à diffuser un contenu par anticipation de réactions négatives. Alors, dans les bibliothèques, la distinction, elle est compliquée par un facteur essentiel, à savoir que ben, toute collection implique une sélection. Et donc, cette sélection, elle peut être finalement interprétée de deux manières. Soit comme une décision professionnelle légitime, dans le cadre d'une politique documentaire par exemple, soit comme une forme de censure. Et c'est la raison pour laquelle bah, les débats vont souvent porter sur la question où s'arrête la sélection et où commence la censure. Alors, de manière générale, on peut dire que les phénomènes de controverse et de censure, ils vont s'articuler de la sorte, hein. On a une œuvre ou un auteur qui va susciter une controverse. Certains acteurs vont demander son retrait ou sa limitation, et l'institution va décider ou non d'agir.
Donc pour résumer globalement, hein, la controverse, c'est le conflit et la censure, c'est une réponse possible, mais non exclusive à ce conflit. Alors, passé cette étape de définition, on vous propose du coup une mise en perspective historique qui va être très utile. Et je me tourne du coup vers notre intervenant, donc Monsieur Mollier. Vous êtes historien, hein, comme on a pu le rappeler en début de webinaire, et vous avez notamment consacré une partie de vos travaux à l'histoire de la censure. Est-ce que vous pouvez nous apporter un éclairage justement sur les formes historiques de censure et sur les évolutions successives des régimes de contrôle du livre au fil des siècles? La parole est Bien, à vous. bonjour et merci de votre accueil. Un petit correctif, mon livre Interdiction de publier, la censure d'hier à aujourd'hui, a été publié en 2020, mais je l'ai complètement revu en 2024 et il vaut donc mieux se référer à la deuxième édition, à la plus récente, pour pouvoir voir les problèmes qui se sont posés entre 2020 et 2024 et auxquels j'essaie de répondre. Alors la censure, c'est un phénomène qu'on peut qualifier d'universel et de polymorphe. Pour essayer d'y voir clair dans ce polymorphisme, ces multiples aspects de la censure, on peut la regrouper en au fond 4 grands thèmes: censure religieuse, censure politique, censure morale et de plus en plus censure de type économique, sachant que bien entendu la même censure peut relever de 2, 3, voire des 4 aspects. Alors la censure la plus connue, c'est la censure religieuse, sans remonter à la Rome antique où elle apparaît dès 443 avant Jésus-Christ. Je remonterai au fond aux années autour de 1500 avec l'apparition d'une congrégation de l'Index qui publie régulièrement un catalogue des livres interdits en latin, Index Librorum Prohibitorum. La dernière édition date de 1948, mais l'index n'a été supprimé par le pape Paul VI qu'en 1966, donc au lendemain du Concile de Vatican II. Cette censure, elle a fonctionné en Occident, en tout cas dans les pays évidemment relevant des religions chrétiennes, pendant très longtemps. On en retrouve des pendants dans d'autres religions, cela va de soi, et notamment aujourd'hui dans tout le monde arabo-musulman. D'autant plus que dans ce monde arabo-musulman, et notamment les 22 pays de la Ligue arabe, ils refusent, ils n'ont jamais reconnu la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui pourtant devrait s'imposer à toute nation adhérente à l'ONU. Ils refusent notamment l'article 18, celui qui fait que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, peut librement avoir une religion ou ne pas en avoir, et s'il en a une, de pouvoir en changer. En refusant l'apostasie et en la condamnant, en la criminalisant, voire jusqu'à la peine de mort pour 4 ou 5 des 22 pays, évidemment, il pose un problème de censure immédiat. La censure ne s'arrête pas à ces deux grandes religions, on va la trouver également dans l'hindouisme, dans tout la République indienne aujourd'hui. Le bouddhisme, qui longtemps est apparu comme une religion épargnée, a montré notamment en Birmanie et dans d'autres régions qu'il n'était pas insensible non plus à la censure et à des phénomènes extrêmement dangereux. On trouve aussi des résurgences en Occident, en France, en Europe plus généralement, aux États-Unis, de cette censure dont les origines sont effectivement liées à la censure chrétienne. Aujourd'hui, avec l'évolution d'un certain radicalisme à l'intérieur de l'évangélisme, notamment aux États-Unis, mais également en Europe, on voit des formes de censure qui paraissaient avoir disparu dans les années 1960 ou plutôt 1968, eh bien, réapparaître dans nos pays et poser à vous, bibliothécaires, un certain nombre de questions sur la sexualité, faut-il en parler, sur l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, etc. Faut-il ou non permettre la controverse ou faut-il au contraire basculer du côté de la censure? J'en ai assez dit pour ce premier aspect de la censure de type religieux. La censure politique, elle est plus visible évidemment. Un grand nombre d'États, aujourd'hui encore, disposent d'un corps de censeurs. Ce fut le cas de la France sous l'Ancien Régime, près de 200 censeurs à Versailles
chargé de lire les manuscrits, de dire lesquels pouvaient être autorisés, lesquels interdits, lesquels revus et corrigés, un système d'ailleurs totalement sclérosé à la veille de la Révolution, car il y a trop de manuscrits à lire et on n'y parvient plus. Cette censure, elle est officiellement abolie de facto en 1789, mais elle revient assez rapidement et la France aura un corps d'inspecteurs de la librairie de 1810 jusqu'en 1881, enfin 1877 ou 1881, selon la date de leur départ à la retraite. Des censeurs vont réapparaître pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, ce sont souvent des écrivains et des intellectuels qui jouent le rôle de censeurs, plutôt d'ailleurs de la presse que du livre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on embauche des journalistes ou des chômeurs intellectuels, comme on dit à l'époque, pour faire ce travail de censure. La censure va réapparaître après la Deuxième Guerre mondiale pendant la guerre d'Algérie. Un certain nombre de journaux, de livres sont interdits. Le plus fameux, c'est La Question d'Henri Alleg. Il est mis en vente par Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, en février 1958. Il est immédiatement interdit. Mais Jérôme Lindon a organisé une grande campagne d'affichage sur les Champs-Élysées pour que le taureau du ministère de l'Intérieur fonce sur le chiffon rouge et en interdisant le livre, lui assurer une publicité énorme qui permet d'en vendre très très rapidement 80 000 exemplaires. Vous voyez comment la censure peut se retourner aisément contre les censeurs. J'en viens à un troisième type pour aller assez vite. La censure morale, elle est omniprésente évidemment dans la plupart des sociétés, mais elle prend des formes très diverses. Pour simplifier, 2 grandes lois ont été votées en France qui intéressent le monde des bibliothèques. La première loi, elle est votée dans le cadre du Code de la famille, un ensemble de, elle n'est pas votée d'ailleurs, c'est un ensemble de décrets-lois qui est pris par Édouard Daladier en juillet 1939 et par son gouvernement. Elle va instituer la commission spéciale du livre qui, après la Deuxième Guerre mondiale, devra être obligatoirement consultée avant qu'une procédure soit engagée contre un écrivain et son éditeur. La deuxième loi, vous la connaissez encore mieux dans le monde des bibliothèques, c'est la loi de juillet 1949 qui va instituer une commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, plus tard on dira à la jeunesse. Elle fonctionne depuis 1950, elle n'a jamais été supprimée. Pendant certaines périodes, elle a été mise en sommeil, mais elle est réactivée régulièrement et elle a exercé une censure extrêmement vigilante. Théoriquement, les membres qui siégeaient dans cette commission auraient dû s'interdire de regarder tout livre qui ne relevait pas de l'enfance et de l'adolescence. Et pour ne prendre qu'un exemple, lorsqu'ils exigent de regarder la bande dessinée Emmanuel qui s'adresse, vu son prix, manifestement à un public adulte, ils outrepassent leurs prérogatives, mais le gouvernement les suivra et Emmanuel sera interdit. À certaines époques, selon que le gouvernement est plus libéral, certains diront laxiste, d'autres donc libéral, eh bien, le gouvernement, au fond, réduira le rôle de cette commission ou l'étendra. Mais les prérogatives viennent de la commission. C'est à elle qu'il appartient de demander à regarder un livre. Dernière forme de censure, la censure de type économique. Elle est plus soft, elle est plus difficile à discerner, mais elle est bien présente dans nos sociétés. Elle permet à de grands éditeurs, par exemple, de publier un maximum de titres sur un sujet pour véritablement inonder le marché et d'une certaine manière l'assécher, c'est-à-dire interdire à d'autres éditeurs de prendre le risque de publier un livre là où il y a saturation du marché. C'est une forme parfaitement pernicieuse de censure, mais elle existe. Il y a d'autres types de censure de type économique, notamment au Canada, mais on commence à voir arriver cela en Europe et en France, qui consiste à s'attaquer aux lanceurs d'alerte en exigeant de dommages et intérêts à coût de millions de dollars. Alors le cas le plus évident, c'était un livre publié en français, mais au Québec, intitulé Noir Canada. Les compagnies minières avaient demandé plusieurs dizaines de millions de dollars aux rédacteurs
des livres et à l'éditeur. Finalement, ça s'est conclu par un accord hors cours, c'est-à-dire que le livre est allé jusqu'à l'épuisement, mais n'a pas été réédité, et les compagnies minières ont enlevé leur plainte. Je terminerai en évoquant des formes de censure très actuelles et qui vous touchent. On sait que la pratique des sensitive readers est venue des États-Unis, mais a traversé l'Atlantique et est arrivée en France. Bon nombre d'éditeurs, aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années, sont très sensibles aux pressions des communautés. Les communautés qui vont se plaindre que tel livre présente des personnages qui donnent une mauvaise idée des bi, des trans sexuels ou des personnes de taille petite, etc., etc. Au fond, chaque groupe humain qui se sent victime ou qui se sent persécuté, à tort ou à raison, peut avoir tendance à devenir un groupe de pression auprès des éditeurs. Théoriquement, les éditeurs ne devraient pas se soucier de ces groupes de pression. Ils ont à utiliser des critères qui appartiennent au choix des manuscrits et à leur édition. Mais on sait bien que la plupart d'entre eux, eh bien, ils sont très sensibles, et notamment les grands groupes. Et aujourd'hui, les éditeurs utilisent les services de très gros cabinets d'avocats avant l'impression de bon nombre de manuscrits. Et on demande aux auteurs d'éliminer tout ce qui est susceptible de provoquer une polémique. Je dois dire que c'est un système abominable parce que, au nom finalement comment dirais-je, au nom d'une sorte de respect de l'ensemble des communautés, on finit par tout édulcorer et on risque d'avoir des livres dont le contenu ressemble à l'eau tiède, pour ne pas dire à l'eau bénite, mais à l'eau bénite de toutes les religions et de toutes les communautés. À côté de Sensitive Readers, on a vu apparaître des groupes qui refusent l'appropriation culturelle. Si on refuse l'appropriation culturelle, seuls les catholiques pourront parler du catholicisme, seuls les protestants pourront faire la même chose. Alors vous voyez, en Alsace, il va falloir déjà vous départager en deux, mais comme il y a aussi la religion musulmane, il va falloir vous départager en trois. C'est une absurdité qui, il y a un exemple très simple qui permet de démolir cette stupide construction de l'appropriation intellectuelle, c'est l'exemple d'Émile Zola. Émile Zola, à votre connaissance, n'était pas un mineur de fond, et pourtant, quand il est mort en 1902, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais sont venus en tenue de travail pour rendre hommage à l'écrivain qui avait le mieux parlé de la mine et des mineurs dans Germinal. Ce qui veut dire que dans le même temps, les mineurs du Nord-Pas-de-Calais disaient à leurs collègues mineurs qui avaient écrit des dizaines de romans ou de récits sur le monde de la mine, eh bien, que leurs récits et leurs romans n'arrivaient pas à la cheville de Germinal. Cet exemple, qui peut être étendu, bien entendu, montre que s'il est vrai que chaque groupe doit avoir la possibilité de s'exprimer, pour autant, il ne peut pas exiger de remplacer ceux qui sont capables d'écrire convenablement. Alors, je pourrais continuer longtemps. Je terminerai simplement par une censure dont vous avez sans doute entendu parler. Le magazine professionnel Livre Hebdo m'avait demandé, à l'occasion des 200 ans du groupe Hachette, de leur accorder un entretien, ce que j'avais fait bien volontiers. J'avais relu à ma demande l'entretien avant qu'il ne paraisse. Il avait été mis en ligne le 23 février dans l'après-midi. Le lendemain 24 février, la question et ma réponse concernant l'arrivée du groupe Bolloré à la tête de Hachette Livre avait disparu, forme de censure tellement stupide que la polémique dans les médias a été telle que finalement elle a desservi le groupe Hachette et terni leur anniversaire du bicentenaire. Mais je voulais terminer par cette mise au point, non pas pour attirer l'attention sur moi, j'ai peu d'importance, mais sur le fait que les grands groupes, et ça c'est une forme évidemment de censure économique extraordinaire, les grands groupes sont capables effectivement d'utiliser aujourd'hui tous leurs moyens. Je termine. En effet, Livre Hebdo n'appartient pas au groupe Hachette, Livre Hebdo appartient au cercle de la librairie, c'est donc le cercle de la librairie, l'ensemble des éditeurs représentés au cercle, qui est censé contrôler cette publication. Eh bien, vous voyez que le groupe qui pèse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires a été capable, en l'occurrence,
de me censurer, et ils refusent d'enlever l'entretien qui est sur leur site, ce qui fait que mon avocat va déposer dans les jours qui viennent une plainte au tribunal pour obtenir le retrait de cet entretien qui est une mutilation de mon œuvre personnelle. Merci et à tout à l'heure pour les questions. Merci beaucoup, Monsieur Mollier. Alors, je rebondis sur cette thématique de la censure économique. Ça fera l'objet une autre intervention dans le cadre de cette table ronde. Donc, on va pouvoir approfondir ce sujet un peu plus en détail. Juste avant, donc voilà, cette recontextualisation historique nous permet aussi de voir que les phénomènes de censure autour du livre relèvent d'une forme de continuité. Ils ont toujours accompagné plus ou moins la circulation des idées. Donc, dans la seconde partie de cette table ronde, on va essayer de s'intéresser à ce qui peut constituer une forme de rupture par rapport à ces dynamiques historiques, avec une question centrale qui est quels sont les facteurs qui expliquent que les phénomènes de controverse et de censure aient aujourd'hui gagné en ampleur et en visibilité. Donc, on vous propose d'ouvrir ce second temps de discussion avec un regard un peu plus sociologique. Donc on va faire appel à un deuxième intervenant, Monsieur Poisneau. Donc vous êtes sociologue, spécialiste de la sociologie de la lecture des bibliothèques et des institutions documentaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être plus sur le lien entre phénomène de controverse, transformation du débat public et évolution du rapport aussi à l'autorité institutionnelle? Peut-être Monsieur Poissonneau, le temps que vous retrouviez le son sur pour votre intervention, je veux peut-être avancer du coup un petit peu et puis on va passer juste à l'intervention suivante et puis on reviendra vers vous juste après. Peut-être du coup pour faire écho à cette question de la transformation du rapport à l'autorité institutionnelle. Il y a aussi la question de la transformation du rapport au lieu bibliothèque. Et donc, voilà, par anticipation, je vais passer plutôt la parole à Madame Canaple, donc, qui est responsable adjointe de la médiathèque métropolitaine Frida Kahlo à Schiltigheim, donc sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, Madame Canaple, vous avez pu observer, dans le cadre de votre expérience professionnelle, une mutation assez sensible du rapport au lieu bibliothèque. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en quoi la transformation de ce rapport, d'un rapport peut-être institutionnel à un rapport plus affectif, joue aujourd'hui un rôle dans l'amplification des phénomènes de controverse? Oui, effectivement, on le sait, les bibliothèques ont connu une évolution ces dernières années. L'aspect réservoir de documents, l'aspect institutionnel a été re-questionné. On a beaucoup parlé ces dernières années de bibliothèque troisième lieu, voire de bibliothèque tiers-lieu, et finalement d'un basculement qui fait que la bibliothèque n'est plus tellement un réservoir de documents, comme je le disais, mais vraiment devenue une destination en soi. Et du fait, on est passé à un rapport aussi qui est plus affectif avec la bibliothèque, des bibliothèques aussi qui sont beaucoup plus intégrées dans la communauté qu'elles desservent. Et donc, ces bibliothèques deviennent un espace familier, une destination pour la famille. On peut passer toute sa journée à la bibliothèque, venir avec ses enfants, venir entre amis, venir passer un moment qui n'est pas seulement celui de la consultation ou de l'emprunt. C'est aussi un lieu qui propose de plus en plus des expériences avec des Fab Labs, avec du jeu, avec toute forme d'ailleurs d'ateliers, de moments privilégiés. Et ça crée aussi du coup un rapport différent à l'institution et ce rapport plus affectif fait que la confrontation avec des idées ou des opinions diverses l'impression est que ça peut donner un effet plus important. C'est-à-dire que la proximité plus grande de la population qui est très positive avec notre institution. On est aussi avec plus de 16 500 points de lecture dans le territoire, la principale institution culturelle de proximité de la population. En fait, comme on est devenu une extension parfois du salon de la maison des gens, et c'est très bien, ça veut dire aussi que là où on ne questionne pas une institution qui se présente comme telle avec tout l'appareil de distance et de distanciation d'une institution, là où on devient plus proche, si on croise
une idée ou une représentation qui nous offusque et qu'on ne tolérerait pas dans son salon, eh bien, la réaction peut être beaucoup plus émotionnelle et ça dit quelque chose de très positif sur le rapport familier qu'on entretient avec nos administrés, enfin avec les gens qui viennent en fait. Mais ça fait aussi que les attentes du public sont importantes vis-à-vis de nous, qu'il y a un besoin d'engager le dialogue, un besoin de mieux comprendre ce que l'on fait, et donc des interpellations qui sont plus importantes et tout à fait légitimes, mais aussi effectivement cette pédagogie à avoir sur le fait que même si on abolit les frontières et les distances qu'il y a pour être un lieu vraiment accessible, un lieu du libre accès à l'information, à la culture et à une expérience positive. Et c'est aussi un lieu qui reste un service public d'accès à l'information et à la culture et qui, par conséquent, a des engagements vis-à-vis du pluralisme, de la diversité des points de vue, des angles, mais aussi des supports et des formats, et que on va trouver en bibliothèque des choses qu'on n'a pas chez soi. Et effectivement, et ça fait partie de notre travail, que de présenter au public un horizon élargi de ressources et de contenus, et qu'effectivement, on ne peut pas vouloir qu'il n'y ait que des choses avec lesquelles on est d'accord ou dont on partage ou qui nous ressemblent, en fait, tout simplement. L'idée, c'est vraiment de présenter toute la diversité des contenus et des formes, en fait. Et ça, c'est possible. Et moi, je le vois dans les interpellations qu'on peut avoir du public. Quand on entre, des fois, et c'est des beaux moments d'échange avec le public, qui sont de dire, voilà, moi, je suis comme chez moi à la bibliothèque, et chez moi, j'aurais pas ça. Donc, en fait, je ne comprends pas. Et donc, on est obligé de réexpliquer la bibliothèque ne peut pas ressembler exactement à votre salon. C'est pas possible. Voilà. Merci beaucoup, Madame Cana, pour ces apports. Du coup, ça fera, voilà, on va faire une transition à l'envers par rapport à ce qu'on avait initialement prévu. Mais donc, voilà, Madame Canap a évoqué cette transformation du rapport au lieu bibliothèque. Est-ce que, à votre niveau, Monsieur Poissonneau, vous pouvez aborder avec votre regard de sociologue la question de la transformation, pardon, du lien à l'autorité institutionnelle, la transformation du débat public et comment tout ça joue un rôle dans les phénomènes de controverse et de censure. Bon, donc, désolé encore. L'idée, si vous voulez, pour aller vite, l'hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que les institutions, ce n'est pas stable, en fait, dans le rapport que les individus entretiennent aux institutions. Il y a bien une dimension évolutive. Bon, l'histoire travaille aussi cette dimension-là. Et l'idée, si vous voulez, c'est, si on reprend la lecture de la modernité entre première et deuxième modernité, on voit bien qu'autour des années 60 se joue un basculement vers une nouvelle modernité. La première modernité était une modernité générique qui mettait l'accent sur ce qui rassemble les individus par-delà leurs différences concrètes. Ce qui compte, c'est donc des universaux, c'est la culture, et on peut ne pas être d'accord, mais on est d'accord sur la supériorité de la culture. Et c'est ce monde-là, si vous voulez, qui à partir des années 60 cède la place à un monde dans lequel l'individu n'est plus, l'individualisme n'est plus pensé comme générique, mais plutôt comme différencié. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur ce qui sépare, ce qui distingue, ce qui singularise l'individu par opposition à ce qui existait précédemment et ce qui le distingue de façon concrète. Donc, c'est-à-dire pas de façon abstraite, comme la Déclaration des droits de l'homme pouvait le faire. Et je pense qu'on peut analyser, on va dire, les questions qui sont celles de ce matin à la lumière de ça, c'est-à-dire que on a désormais un monde
fait d'individus regroupés, éventuellement en communauté, mais qui tend à laisser un peu de côté la dimension universelle. Et c'est cette dimension universelle qui fait défaut parce que ça ne permet plus de réguler les points de vue particuliers. En fait, le particulier qui était avant une composante mais une composante de l'universel, aujourd'hui, l'universel est particulier. Enfin, il n'y a pas de différence. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a un défaut de régulation et il y a un défaut d'universel et l'autorité, on va dire la puissance des institutions à façonner les individus et y compris les usagers des bibliothèques, tout ça est contesté en fait de la part des citoyens, des individus, mais même les bibliothécaires. Enfin, je veux dire que vous, en tant que bibliothécaire, vous avez des fois des doutes sur votre capacité à incarner la qualité absolue dans le monde littéraire ou bien la vérité. Voilà, et c'est bien le signe que nous sommes dans un monde qui devient horizontal, si on veut. Et ce côté horizontal qui fait qu'il n'y a plus de hiérarchie, enfin, où il y a des hiérarchies, mais elles sont contestées et contestables de façon légitime par les jeux, rassemblés en communauté ou pas d'ailleurs, parce que je peux très bien revendiquer de porter une opinion, une sensibilité qui doit être prise en compte. Et donc, je pense que la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, hein, et les bibliothèques évidemment en particulier, c'est cette nouvelle manière de faire société ou de défaire société, de faire société en se défaisant d'une certaine façon. Euh, et, et bien entendu, ça a ça prend des formes d'expression nouvelles. Et si on veut la place des réseaux sociaux, il ne faut pas tout mélanger, mais si vous voulez, on avait la presse, dans la première modernité, la presse, à mon avis, a joué un rôle essentiel, mais la presse, elle fédérait, elle avait un côté de média de masse, bien entendu. Alors que le média de la deuxième modernité, si on veut, c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est c'est moi qui me mets en scène et qui dit à quel point je suis je. Et alors, évidemment, je peux m'agréger à d'autres, mais c'est si je veux, et puis ça ne fait pas disparaître, enfin, et les groupes ne me font pas disparaître. Donc, pour moi, ce sujet-là, il est intéressant parce que il nous place dans une situation relativement nouvelle et qui nous amène à se poser des questions qu'on se pose aujourd'hui. En fait, la question, ce serait qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi cette question-là ne se posait pas. J'ai bien compris qu'elle se posait, elle s'est toujours posée, mais pas dans les termes dans lesquels on peut la poser aujourd'hui. Et donc, voilà, donc pour moi, c'est ce cadre-là dans lequel j'essaye de comprendre mais, la situation. Bon, j'espère que j'étais assez clair et pas trop, du coup, synthétiquement confus. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre rapport, plus avec voilà, votre regard de sociologue qui est très éclairant aussi. On a choisi un peu cette vision à 360 degrés avec vraiment des profils très, très complémentaires. Donc merci pour votre intervention. Alors, au niveau des autres enjeux qu'on peut
qu'on peut aborder sur cette question de, voilà, de la transformation des dynamiques contemporaines autour des phénomènes de censure et de controverse. On a aussi forcément la question de la redéfinition de la posture professionnelle du bibliothécaire qui se trouve interrogée dans l'ensemble de ces dimensions, en particulier sur le plan éthique et déontologique. Et donc sur ce sujet, nous avons la chance de pouvoir avoir parmi nous ce matin donc Monsieur Dominique Lahari, qui voilà, vous êtes vous-même un ancien professionnel des bibliothèques, membre actif du comité éthique de l'ABF, et vous êtes à ce titre régulièrement sollicité par des professionnels sur des questions d'ordre éthique, déontologique, notamment en lien avec le développement des collections. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur sur ces dynamiques que vous observez et sur les facteurs peut-être qui les alimentent? Alors, nous sommes toute une équipe au comité d'éthique, et puis il y a aussi la commission politique documentaire de l'ABF. Mais il est vrai qu'en ce moment, ça bouscule, ça déménage, et il y a beaucoup de demandes d'intervention notamment. C'est-à-dire que le comité d'éthique est habitué à recevoir des demandes individuelles, d'ailleurs dans un cadre de confidentialité que nous garantissons, pour ceux qui ça intéresse, absolument. Mais il y a beaucoup en ce moment de débats de journée, et ça se succède de façon absolument impressionnante. Alors, pour avoir un petit peu un recul, je commencerai par dire qu'il faut définir la déontologie quand même. En gros, c'est un ensemble de devoirs qui s'imposent à une profession ou qu'une profession s'impose à elle-même. Parce qu'un bibliothécaire, ça s'empêche, éventuellement. Et alors, on peut trouver trace de cette déontologie dans des textes plus anciens, des dynamiques plus anciennes, etc. Il y a toute une histoire de cette construction progressive d'une déontologie professionnelle. Mais je me souviens qu'on a commencé à parler entre nous politique documentaire, surtout à partir de 1995, élection municipale qui a été gagnée par plusieurs municipalités du Front National. Et à ce moment-là, il y a eu une espèce de réaction collective. Oui, nous ne voulons pas d'intrusion dans nos choix, mais au fait, ces choix, au nom de quoi les faisons-nous? Et donc, il a fallu peut-être attendre ce moment-là pour réfléchir collectivement. Il y a depuis, s'est développée une riche littérature professionnelle. Alors, je dois dire que le premier qui a été un peu pionnier de ça, c'est notre collègue, hélas disparu, Bertrand Calange. Son premier bouquin sur la politique documentaire date de 1994. Donc, il était un peu précurseur. Et donc, on a réfléchi ensemble, a construit peu à petit peu une doctrine, et un certain nombre de collègues se sont dotés d'outils de formalisation plus ou moins fines. Je ne suis pas directif par rapport à ça, mais c'est quelque chose de progressif et qui n'est absolument pas achevé. En 1998, on a le premier document de l'ABF qui s'appelle « La politique d'acquisition en 12 points », qui parle d'une notion de pluralisme et qui termine par « Il faut une charte documentaire qui soit rendue publique ». Et tout est là. C'est-à-dire que la profession s'est collectivement rendue compte que la politique documentaire, c'est une politique publique. Et donc, il est démocratique qu'elle soit rendue publique et qu'elle soit donc connue et éventuellement discutée, comme c'est normal, par le public, par la population. Alors, les textes auxquels on peut se référer, moi, je cite quand même le code de l'IFLA parce que c'est une réflexion internationale. Le code éthique de l'IFLA date de 92 et on y lit cette phrase: les bibliothécaires et autres professionnels de l'information sont strictement tenus à la neutralité et l'impartialité concernant les collections, les accès et services. Ils font la distinction entre leurs convictions personnelles et leurs devoirs professionnels. Ils ne font pas primer des intérêts privés ou des croyances personnelles sur l'impératif de neutralité. Il n'y a pas le terme pluralisme dans la littérature internationale, mais il y a le mot neutrality qui existe. Et donc, c'est bien une réflexion internationale sur ce sujet. Ensuite, nous avons le code de déontologie de l'ABF qui date de 2003, que nous avons revu en 2020. Et ce code de déontologie, il commence par le personnel des bibliothèques. Pour le personnel des bibliothèques, l'accès à l'information et à la culture étant un droit fondamental, il s'engage dans ses fonctions à assurer les conditions de la liberté intellectuelle par la liberté de la lecture.
je passe le reste, mais c'est en quelque sorte la position déontologique de principe. Ensuite, nous avons eu la loi Robert. Alors, ce qu'a fait la loi Robert, c'est qu'elle a en gros légalisé toute cette réflexion et donné un cadre extrêmement précis. Moi, j'aime beaucoup la notion de cadre. Parfois, on parle de limite, où est-ce qu'on va. Ce qui est intéressant, c'est de dire dans quel cadre constituons-nous des collections, est-ce que nous les enrichissons, nous les renouvelons, etc. Et donc, le cadre de la loi Robert, il est extrêmement simple, il est assis sur des missions. Quelles sont les missions? Les missions des bibliothèques, garantir l'accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, au savoir et au loisir. À partir de là, les collections n'existent que par rapport à ces missions et ça donne un cadre, une orientation qui permet de faire des arbitrages. Et puis, nous avons le rapport de l'inspection générale, tout à fait récent, qui est publié en 2025, qui est un rapport qui s'adresse en fait aux bibliothécaires et qui fait, sur le plan conceptuel, la distinction entre la déontologie qu'elle rapporte uniquement à la loi, c'est un petit peu quelque chose qu'on peut ne pas partager, et puis l'éthique qui serait ramenée à des valeurs, voire à des positions personnelles. Bon, voilà. À partir de là, donc, nous avons comme cadre le cadre légal, le comité d'éthique rappelle toujours le cadre légal, et puis le cadre déontologique. À partir de là, chaque bibliothèque décide. Et la loi Robert a légalisé le fait que c'est à la bibliothèque de décider. C'est une position extrêmement forte. Elle décide, elle arbitre à partir de ses positions de principe. Et bien sûr qu'on ne recommande absolument pas une charte qui soit à copier-coller d'un établissement à l'autre. C'est quelque chose qui est à élaborer équipe par équipe. À partir des mêmes principes, on ne fera pas les mêmes arbitrages, on n'aura pas exactement les mêmes formulations, mais au moins, on a ce cadre général qui donne un guide. Ce guide permet la discussion avec les usagers. Alors, tous les témoignages concordent, les discussions se sont beaucoup plus vives en ce moment qu'il y a quelque temps. Il y a un article en octobre dernier dans la Gazette des communes qui en faisait état, donnait un certain nombre d'exemples. Ça discute. Et on parlera dans la deuxième partie de est-ce que c'est légitime qu'il y ait de cette discussion, mais en tout cas c'est beaucoup plus vif, les collègues se sentent beaucoup plus en position de devoir rendre compte. Et devoir rendre compte, au fond, c'est quelque chose de normal. Ce devoir rendre compte n'est pas la même chose que les pressions. Alors les pressions, on les connaît, les intrusions politiques, traditionnellement les bibliothécaires ont dit qu'il ne doit pas y avoir d'intrusion politique hiérarchique, mais à condition qu'on soit clair sur ce qu'on fait et pourquoi. Et puis, il y a les pressions, j'appelle de la société, qui soient soit des pressions individuelles d'usagers qui s'expriment, soit des pressions absolument organisées, de groupes organisés, qui sont là pour faire pression sur deux choses, imposer ou retirer. Je veux que ça, ce soit là, ce contenu n'y est pas, c'est pas normal, ou bien ce contenu, il est inadmissible qu'il soit là. Alors là, je renvoie à ce que disait Claude Poisneau tout à l'heure. Alors évidemment, ces pressions ne sont pas au nom de l'intérêt général, c'est au nom de groupes, au nom de visions particulières, et les bibliothèques sont quand même là pour garantir la sauvegarde d'un universel où la pluralité est là, le pluralisme est là pour chacun. Et comme disait Élise, il est normal qu'il y ait dans ce que propose une bibliothèque des choses qui ne plaisent pas à chacun, voire au sein même de l'équipe. C'est une époque où il y a beaucoup de discussions au sein des équipes, et c'est normal et c'est sain, des désaccords, et on essaye d'arbitrer en fonction de principes. Merci beaucoup, Monsieur Lahari. Alors, je vous propose du coup de pouvoir toujours tirer un fil à partir des différentes interventions. Donc après, voilà, ces éclairages sur les questions voilà, de dynamique contemporaine autour des enjeux voilà, éthiques et déontologiques qui traversent la profession. Je vous propose simplement de pouvoir revenir un petit peu sur la question de la censure économique que Monsieur Mollier évoquait tout à l'heure, et du rôle croissant que joue cette censure économique dans les phénomènes de controverse et de censure.
Alors cette question, elle est étroitement liée aux mutations profondes du monde éditorial, qui est marquée à la fois par une forme d'inflation de la production peut-être, mais aussi par des phénomènes, comme l'évoquait aussi Monsieur Mollier, hein, de concentration entre les mains de grands groupes, et qui peuvent du coup produire un effet de rouleau compresseur sur l'offre éditoriale. Donc c'est voilà, c'est une dynamique spécifique peut-être à notre époque. Et cette évolution, elle n'est pas sans conséquence pour les bibliothèques, puisque les bibliothèques doivent désormais composer avec une production toujours plus abondante, mais aussi avec voilà, des logiques qui peuvent fragiliser la diversité de ce qu'on peut trouver en bibliothèque. Et donc, par conséquent, bah, ça vient interroger nos choix documentaires et notre capacité à garantir une forme de bibliodiversité. Alors Madame Canap, vous avez pu observer, hein, ce phénomène justement jouer, au sein de la profession. Est-ce que vous pouvez, voilà, nous en dire peut-être un peu plus sur, justement cet effet de rouleau compresseur, de l'offre éditoriale et son impact du coup sur la mission de sélection documentaire jouée par les bibliothèques? Oui, effectivement, la commission politique documentaire, mais chaque professionnel y est confronté, hein, dans un cadre qui est celui de budget, d'espace contraint. La politique documentaire, c'est une question de sélection, on le disait. Mais les engagements qui sont les nôtres de pluralisme, ils sont aussi ceux de garantir une bibliodiversité et une représentation large des opinions et des formes proposées. Et donc, dans un contexte de concentration éditoriale, la question de l'édition indépendante, la question de donner visibilité à également la pensée qui est marginalisée par un effet de concentration marketing parfois, qui donne l'impression dans le discours médiatique de l'existence de seulement quelques titres sur un sujet et de seulement quelques angles de vue sur un sujet. Monsieur Mollier le dirait encore mieux que moi, je pense. Il y a une vraie recherche professionnelle et un vrai engagement professionnel à pouvoir, comme dit, avec nos obligations de pluralisme, présenter des voix également minoritaires, marginalisées et de représenter toute la diversité réelle et constatée aussi par la diversité de nos publics de ce qu'il y a comme pensée et comme savoir, comme connaissance dans la société. Et donc, ces questions-là, elles ont animé, par exemple, une journée d'études avec la BPI que la commission Poldoc a animée en janvier dernier sur la responsabilité des bibliothèques dans l'écosystème du livre, hein, puisqu'on est vraiment intégré dans cet écosystème, et la question de la part de l'édition indépendante, par exemple, pour être vraiment représentatif de la réalité en fait de l'offre et de la diversité culturelle proposée, avec cette particularité que les études ont pu montrer, qui est qu'on constate vraiment dans les statistiques de la SOFIA que les bibliothèques ont un rôle majeur pour la présentation de la diversité éditoriale, mais aussi le soutien du coup de cette diversité éditoriale, mais également quand on compare la différence entre les prêts en bibliothèque et les achats. Ça, c'est une étude qui a été faite sous l'égide du ministère il y a quelque temps, hein, mais qui permet vraiment de voir que les bibliothèques donnent accès à la longue traîne, donnent accès à des propositions vraiment plus diverses que ce qu'on va constater en librairie, où il y a vraiment une concentration sur quelques acteurs économiques qui bénéficient d'une grande visibilité médiatique. Et du coup, le rôle de la bibliothèque, il se place en léger décalage avec ça, puisque nous, on n'est pas soumis à cette pression en fait économique, et on le dit dans les documents de déontologie, comme le code de déontologie qu'évoquait Dominique Lahari. Effectivement, la pression économique et le marché tel qu'il peut être recomposé actuellement, que ce soit pour la presse ou pour les ouvrages, nous avons un travail et un engagement professionnel à proposer une diversité peut-être plus large que l'enfermement, tout comme nous devons, dans les enjeux d'éducation aux médias et à l'information, être proactifs pour expliquer comment on construit notre offre, justement en allant chercher au-delà des sentiers balisés par
par le discours médiatique et un pouvoir aussi économique à pousser certains titres et en invisibiliser d'autres. Mais comme dit Monsieur Mollier, pourrait compléter effectivement sur la structuration éditoriale contemporaine qui est en pleine évolution. Merci beaucoup, Madame Canable. Justement, j'allais proposer à Monsieur Mollier de compléter effectivement sur cette question-là. C'est une question effectivement difficile pour les bibliothécaires, dans la mesure où le catalogue Electre recense plus de 800 000 titres disponibles et que naturellement, vous ne pouvez pas acheter ces 800 000 titres et les offrir à vos lecteurs. Alors, je vais serrer un peu. Dans le domaine des livres pour la jeunesse, vous disposez de la revue des livres pour enfants qui est extraordinairement bien faite et qui permet effectivement de voir la bibliodiversité. Les grands groupes ont des livres qui sont référencés, mais les petits et les moyens éditeurs sont également très bien traités. C'est plus difficile pour, je dirais, la lecture des adultes, parce que les cahiers livres des grands quotidiens de l'Humanité au Figaro, en passant par Le Monde et Libération ou Les Échos, sont de moins en moins lus, et puis il y a peu de place pour les livres. Les hebdos du type Nouvel Observateur, l'Express, Le Point ont une rubrique de livres, mais ils se concentrent plutôt quand même sur les livres publiés par les grands groupes. Alors évidemment, il existe des revues plus spécialisées, il existe aussi des chroniques à la radio ou à la télévision, mais on voit bien avec la grande librairie que seuls les grands éditeurs pratiquement ont accès à ce réseau. Alors aujourd'hui, on le sait par les influenceurs, le réseau TikTok avec le BookTok notamment a une énorme importance. Le problème, c'est que ces critiques littéraires, entre guillemets, qui sont légion sur les réseaux sociaux, n'ont aucune formation, aucune qualification pour parler sérieusement des livres qu'ils chroniquent. Alors, d'ailleurs, leur chronique peut être intéressante, elle peut être utile, mais au fond, on ne sait pas d'où elle vient. Et c'est le gros problème, au fond. Comment pour les bibliothécaires se repérer? Alors bien sûr, il y a des revues spécialisées, mais il me semble que votre tâche est infiniment plus complexe qu'elle ne l'était il y a 20 ans ou il y a 40 ans, quand il y avait le magazine littéraire, quand il y avait toute une série de revues qui permettaient quand même de se repérer dans la diversité des publications. Cela devient de plus en plus complexe et ça pose un problème, effectivement. Dans le secteur que je connais le mieux, celui des sciences humaines et sociales, il y a un vrai problème. Les petits éditeurs publient beaucoup, mais leurs livres ne sont pas achetés ni par d'ailleurs le réseau des bibliothèques universitaires, ni par le réseau des bibliothèques de lecture publique. Et ça pose un problème, c'est-à-dire comment alimenter la biodiversité s'il n'y a pas un effet d'achat en retour. Alors j'ai vraiment conscience, et je vais m'arrêter là, parce qu'on a encore 2 parties à traiter, que c'est une question particulièrement complexe et que vous n'avez pas, à ma connaissance, à l'heure actuelle, les outils vous permettant de vous repérer et de faire librement votre choix de bibliothécaire lorsqu'il s'agit d'acheter des livres. Merci beaucoup. Alors effectivement, je rebondis sur ce que disait Monsieur Mollier à l'instant. On a un timing qui est assez serré. On a une dernière partie de table ronde à traiter. Donc après justement avoir convoqué ces éclairages un peu plus théoriques, on vous propose d'ouvrir voilà, la dernière partie qui est consacrée plutôt à la posture professionnelle. Donc voilà, je demanderai juste à nos intervenants pour cette dernière partie d'être les plus synthétiques possible, parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse garder un temps d'échange avec les participants. Alors l'objectif de cette dernière partie, c'est justement d'apporter des repères aux professionnels que vous êtes en explorant différentes manières de se positionner face à ces phénomènes de controverse et de censure. Et on va avoir 3 questions peut-être centrales qui vont structurer cette séquence. La question de la neutralité et du positionnement des professionnels, la question des choix de politique documentaire, et puis un point qui a été déjà abordé par Monsieur Lahari, la question de la controverse peut-être comme moment démocratique. Alors je vous propose de commencer, je vais inverser un petit peu l'ordre des questions qu'on avait listées, mais peut-être commencer par la question de la neutralité. C'est un enjeu qui revient souvent au sein de la profession, à la question de voilà, est-ce qu'on peut être neutre? Est-ce qu'on peut faire preuve de neutralité dans nos pratiques professionnelles?
tout en sachant que nous sommes nous-mêmes professionnels des acteurs sociaux, des acteurs en tout cas socialement situés. Donc, je voulais peut-être repasser la parole à Monsieur Poissonneau sur cette question. Comment, voilà, face à cet enjeu de neutralité qui est, voilà, est-ce qu'on c'est une injonction ou un idéal, est-ce qu'on peut tendre vers cet idéal en tant que professionnel? Non, mais je pense que globalement, enfin, ça fonctionne. C'est-à-dire que, mais je pense que c'est plus dur, quoi. C'est plus dur parce que la distance à soi, elle est compliquée aujourd'hui. Donc, quand on est bibliothécaire, on est, y compris à titre personnel. Et donc, du coup, avoir un choix professionnel en contradiction avec sa dimension personnelle, vu que la composante personnelle est vraiment importante, et ce n'est pas seulement les bibliothécaires, c'est tout le monde. C'est un peu violent, quoi, en fait. Hein. Donc là, il y a une vraie difficulté de ce côté-là, mais il faut effectivement bien dissocier le bibliothécaire et la personne, si on peut dire. Euh, et, mais ce qui est compliqué, c'est que du point de vue des publics, il y a une attente aussi de relations personnelles. Parce que les individus que nous sommes, on cherche aussi une relation, y compris personnelle. Alors donc, vous devez à la fois être vous-même, mais pas vous-même. C'est pour ça que je comprends que c'est pas facile. Enfin, mais c'est le cas de tous les médiateurs. Hein. Je veux dire, bon, pour être prof, c'est pareil. On a les mêmes difficultés. Donc, ça veut dire, mais l'enjeu, il est important. L'enjeu, il est important, parce que et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin des bibliothèques, c'est qu'il faut continuer à bâtir un nous. Hein, parce que si on est dans le jeu personnel, chacun, ça va être compliqué. Hein, et donc, les bibliothèques, alors peut-être qu'il faut le dire davantage, et peut-être que du côté de la loi Robert, ça aurait peut-être un peu plus aller de ce côté-là, je ne sais pas, mais je pense que la bibliothèque, c'est un instrument pour fabriquer la collectivité locale et la fabriquer en tant que nous. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a cet enjeu-là, mais pour ça, il faut embarquer les gens. Et c'est là que pour répondre à M. Bollier, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de support manquant. Je pense que le fait que les critiques, les sources fiables, voilà, manquent, c'est la conséquence de ce que je dis. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne se reconnaissent pas nécessairement dans le point de vue des critiques et font leur propre se façonnent leur propre avis. Et BookTok, c'est une forme d'horizontalisation à l'échelle industrielle, en fait. Hein. Donc, je pense que c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que du côté des bibliothèques, ça veut dire que vous ne pouvez pas imposer la culture universelle, faire tomber l'universel sur la tête des gens. Ça marchait pas avant. Hein, faut arrêter. Faut pas penser que ça marchait avant. Mais avant, vous pouviez le faire, vous étiez légitime à le faire. Aujourd'hui, ça marche pas non plus, mais surtout en plus, ça se voit et puis ça devient compliqué de le faire parce que le monde ne vous reconnaît pas dans les institutions comme pleinement. Voilà. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Et donc, ça veut dire que vous êtes un peu obligé d'aller chercher les publics, les convaincre, les séduire, les accrocher. Et pour ça, vous êtes obligé d'être dans une politique, y compris documentaire, une politique de demande. Et alors, je sais que c'est compliqué parce que ça va à l'inverse de la biodiversité et tout ça, je sais très bien. Je sais très bien les questions que ça induit sur le nombre d'exemplaires, est-ce qu'on prend les best-sellers, etc. Enfin, mais je pense que vous êtes obligé d'aller chercher
les gens à travers ce qui fait sens pour eux, parce que vous ne pouvez pas compter sur l'universel pour qu'il soit d'accord avec vous. C'est une notion assez abstraite. Hein. Donc, enfin, pour moi, la difficulté dans laquelle vous êtes, c'est ça. C'est que vous devez faire ça, et en même temps, c'est passionnant, hein, parce que c'est une vraie relation qui s'engage, c'est un vrai dialogue, c'est une vraie. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus riche, quoi. Hein, mais c'est comme en amour. L'amour est plus intéressant aujourd'hui que du temps du statut de mari et épouse. Hein. Ça, bon, mais ça, c'est une parenthèse. Mais donc voilà, donc c'est plus intéressant, mais c'est plus compliqué. Et voilà, mais je crois vraiment à ça. Donc il y a une nécessité d'aller chercher les publics où ils sont pour les accompagner et éventuellement les faire aller vers des choses différentes qui peuvent être d'ailleurs supérieures. Mais je suis aussi d'accord, et là-dessus c'est une limite peut-être à ce que je viens de dire, je suis aussi d'accord pour dire que peut-être qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire que il y a quand même des choses, il y a la science, il y a des énoncés qui bénéficient d'une validité supérieure. Et ça, on doit le valoriser, et je n'ai pas de problème avec ça pour le dire. Voilà. Mais on est dans cette tension-là. Enfin, voilà. Mais on peut après échanger. Je veux garder du temps pour les échanges. Merci. Merci beaucoup. Alors, je rebondis sur un terme que vous avez abordé, la question de la politique de la demande, peut-être pour tracer directement un fil conducteur avec un retour de terrain, qui est celui donc de la médiathèque Frida Kahlo, hein, représentée aujourd'hui par Madame Canap, qui a mis en place donc un dispositif, les succès du moment. Dispositif dont on a pu le dire, hein, au tout début du webinaire, qui a pu parfois susciter des interpellations de la part des usagers. Madame Canap, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que ces succès du moment et pourquoi ça a pu polariser un petit peu les échanges? Donc effectivement, pour remettre juste un tout petit élément de contexte, donc la médiathèque Frida Kahlo, elle a ouvert en 2024 au sein du réseau Passerelle, qui compte 13 médiathèques de la ville et de l'Eurométropole à Strasbourg et 33 médiathèques communales. Réseau qui vient de passer à la gratuité au 1er janvier par ailleurs. Et cette médiathèque, elle a ouvert ex nihilo, ce qui est très rare, on en est conscient, c'était une des rares villes de France de plus de 30 000 habitants sans médiathèque, donc c'est une création complète, il n'y avait pas de collection préexistante. Et du fait de contraintes de place, on est sur 2500 mètres carrés, une collection d'à peu près 48 000 documents pour un bassin de ville-centre à desservir de près de 35 000 habitants et un bassin de lecture plus élargi à 90 000. Donc, on avait des contraintes de place, de la contrainte naît la créativité. Et donc, on a fait le choix d'une politique documentaire assez affirmée sur la nouveauté, puisqu'on n'a rien dont le texte date d'avant 1945 ou très peu. Et l'idée, c'était vraiment, tout le projet s'est construit d'une médiathèque citoyenne et culturelle qui place les usagers au cœur, avec, de la part de notre service, la possibilité d'être un laboratoire et d'expérimenter des choses qui n'avaient pas forcément encore lieu dans le reste du réseau. Le langage naturel, une réflexion sur la modularité, l'investissement des espaces, mais aussi le test d'achat participatif. Et donc, ce dispositif des succès du moment, qui est donc une expérimentation toujours en cours, ça va faire donc depuis 2 ans, puisqu'on a ouvert en 2024, qui est une idée qu'on a repris d'un dispositif qui s'appelle plutôt best-seller ou meilleure vente à Saint-Étienne ou encore à Calais. Il y a également la médiathèque de Saint-Genis-Laval. Donc, c'est pas nous qui avons inventé ce concept, ce dispositif. On l'a repris, en fait. Et donc, on l'a appelé les succès du moment. Il se trouve que donc c'est l'acquisition automatique des nouveaux entrants dans les 400 meilleures ventes du classement Edistat et leur mise à disposition accélérée dans ce cadre des succès du moment, où ils sont non réservables, non prolongeables et un seul par carte. On est concentré sur la fiction adulte et tout ce qui est essai et vie pratique. Il n'y a pas la bande dessinée, il n'y a pas la jeunesse, il n'y a pas tout ce qui est manuel scolaire, etc. L'idée, c'était vraiment aussi de conquérir ou reconquérir un public qu'on perd en médiathèque, c'est-à-dire les actifs, les gens qui
font parfois le procès en déconnexion de nos collections en disant que les ouvrages qui font l'actualité ne sont pas présents en bibliothèque. Bien sûr, c'est aussi un enjeu important d'un point de vue financier, puisque du coup, on est sur du grand format, on est sur une régularité qui nous engage, et on est aussi sur un dispositif où les ouvrages sont pendant 6 mois dans ce fonds, et à l'issue des 6 mois, donc ce fonds qui est vraiment automatiquement calqué sur les meilleures ventes, sans politique documentaire au sens strict du terme, et à l'issue des 6 mois dans ce dispositif, leur intégration dans la collection est interrogée à l'aune de la politique documentaire. Et donc, par exemple, dans la charte documentaire des bibliothèques de Strasbourg, qui a été délibérée, enfin, qui a été soumise, présentée aux instances délibérantes, pour être précise, à l'automne dernier, et donc délibérée presque à l'unanimité et désormais disponible sur notre site internet, le dispositif est bien explicité comme étant une suspension temporaire de politique documentaire. Et donc, forcément, dans ce fonds, on va être en prise avec le débat d'actualité tel qu'il est, avec les publications qui parfois peuvent être polarisantes et polarisées, et aussi avec des ouvrages qu'on n'achète pas forcément en bibliothèque spontanément, parce qu'ils ont ils se périment vite, les professions de foi politiques ou les ouvrages qui sont vraiment en réaction à une polémique immédiate. On a aussi vu la concentration éditoriale en action sur les quelques 2 années d'acquisition, puisque du coup, on a vu le portage par les grands acteurs économiques du marché de l'édition se refléter dans ces ouvrages. On a vu aussi toutes les nuances de la dark romance émerger très très vite, les évolutions de format, les évolutions de tarifs aussi. Et donc, effectivement, ce fonds a génère toute une conversation dans notre équipe, mais aussi dans notre réseau, mais aussi auprès du public, qui forcément voit ces livres, voit dans ces livres quelque chose qu'il ne voit pas habituellement, se questionne sur la différence qu'il y a entre ce fonds et le fonds courant. Ça nous engage aussi sur la réflexion du reste de la collection en dialogue, l'articulation, et aussi sur une médiation humaine importante. C'est-à-dire qu'on peut l'expliciter, et c'est très important, qu'un dispositif comme celui-là soit cadré, explicité, et qu'on puisse l'expliquer sous l'angle justement de la réflexion documentaire et du projet d'établissement auprès du public, comme auprès des élus, et comme nous, qu'on soit assurés par ces éléments professionnels, mais aussi de pouvoir le médiatiser et l'accompagner auprès du public. Et donc, ça veut dire que c'est un choix collectif d'équipe que d'avoir ce fonds, et c'est un engagement professionnel que de l'accompagner, que d'être en capacité de répondre aux interpellations et de pouvoir justement avoir ce cadrage particulier. Et ce qui est sûr, ce que ce fonds rend visible, c'est qu'il y a une réelle différence entre une collection qui est seulement issue des meilleures ventes et une collection travaillée sous l'angle d'une politique documentaire. On constate la différence, ça l'explicite. C'est un fonds qui nous interroge, qui nous engage, et c'est un enjeu professionnel effectivement qu'on porte dans mon équipe sur ce projet, mais qui pose question et qui a généré des interpellations du public, bien évidemment. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, ce retour de terrain qui, je pense, intéressera beaucoup les participants, parce qu'il y avait justement une question dans le fil de discussion sur voilà, un retour plus approfondi sur ce dispositif. Alors, il y a plusieurs questions qui sont en train d'être déposées. Alors, je vous propose, pour conclure cette table ronde, juste avant de passer justement au temps de questions-réponses. Monsieur Lahari, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la controverse en bibliothèque était peut-être un moment démocratique, peut-être un signe de vitalité démocratique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous proposer une petite conclusion autour de cette idée-là qui, en tant que professionnel, nous permet peut-être d'aborder la question de la controverse différemment, pas forcément comme quelque chose de problématique, mais peut-être comme une opportunité à saisir aussi au sein de la profession. Oui, dans la petite feuille de route que vous nous avez proposée, j'avais rôle des bibliothèques dans l'espace public. C'est ça la question en fait. À quoi on sert? Et c'est ça qui peut nous motiver et qui mérite aussi une attitude engagée, j'ose dire militante, non pas pour les idées qu'on a personnellement,
pour lequel on peut exercer son libre choix de citoyen par ailleurs, mais dans notre travail. Parce que on travaille dans un cadre de service public. Et donc, on sert à ce que ne permet pas le libre jeu du marché, le simple jeu du marché. Et donc, par rapport à cette offre éditoriale dont on voit les mutations importantes en ce moment, on offre autre chose. Moi, je proposais une formule, on a à être ni homothétique, c'est-à-dire on ne reflète pas dans ses proportions la production et les ventes, ni antithétique, on ne va pas occulter des parts entières de l'édition, mais on a la bibliodiversité qui donne une configuration différente, et c'est ça une application du pluralisme. Alors, on a de plus en plus effectivement des interpellations d'usagers, et donc il faut qu'on se dise dans les équipes et qu'on dise aux usagers, il est normal qu'il y ait des contenus qui ne plaisent pas au tel ou tel, c'est tout à fait normal. Et si rien ne choque, c'est louche. C'est à partir de là qu'on peut se dire, alors c'est pas facile évidemment dans la discussion avec telle ou telle personne, avec tel ou tel groupe de pression qui va être, comment dirais-je, intolérant, hein, qui va vouloir... on a deux pressions à faire. On a la pression qu'on appellera censure, ce qui est là ne devrait pas être là, et la pression d'imposition. Il faut, ça n'y est pas et ça doit y être. Ces deux pressions, c'est les deux faces d'une même médaille, hein. Bon, et donc il faut se dire que le rôle de la bibliothèque, c'est en tant que service public, d'avoir une respiration démocratique dans laquelle on peut se parler dans un contexte où les opinions sont différentes, les contenus sont différents. Il y a en ce moment une réflexion sur le journalisme qui tend à disparaître, enfin, et avec le fait qu'il n'y ait plus d'espace public, justement, pour la confrontation des idées. Les bibliothèques peuvent présenter ça. Et ça passe forcément par ce que disait Claude, pour chacun, par une distance par rapport à soi-même, hein, parce que ça charrie forcément des contenus qui ne nous plaisent pas. Alors, je voudrais quand même dire un mot, il en a fait l'illusion, d'une partie de ce qui est controversé, ce qui fait, qui est sur les questions scientifiques. Là, c'est une question un peu différente. La loi Robert nous dit égal accès à l'information, au savoir. Ce qui ne veut pas dire à la désinformation et aux anti-savoirs. Donc on est aussi dans un univers médiatique et de réseaux sociaux, etc., où sont charriés indifféremment et sans hiérarchie ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est l'état actuel des connaissances scientifiques et ce qui en est absolument à l'inverse. Et donc là, on a un rôle sans doute de vigilance. Mais pour le reste, ce que nous proposons, nous ne le validons pas. Nous considérons que c'est normal, que c'est dans l'espace public de la circulation des idées et des œuvres, et nous le proposons. Sur les questions, par exemple, de dark romance, c'est normal que ce sujet ne plaise pas. Maintenant, ce n'est pas nouveau hein, qu'il y ait des contenus culturels qui soient étonnants, ne plaisent pas. Il faut faire la différence aussi entre ce qui est fiction et ce qui est expression d'idées. Hein. Voilà, le rôle de la fiction est un petit peu complexe. Donc, nous charrions, nous, bibliothécaires, des objectifs qui paraissent contradictoires, mais en fait qui sont pas nouveaux. La fameuse différence entre la prescription et la demande, on a toujours fait les deux, c'est-à-dire qu'on accepte cette contradiction. Et j'ajoute un mot qui doit être, une expression qui doit être remise ici, qui est dans la loi Robert et dans deux autres lois de la République à propos de la culture, c'est la notion de droit culturel. La façon de notre collègue Lionel Dujol la résume, j'aime bien son expression, c'est très simple, ce qui fait culture pour chacun. Et donc là, je jette une pierre un peu dans le jardin de Klaus Mazo, sans doute, chacun est porteur de ce qui est pour lui de la culture et qui n'est pas considéré comme tel par d'autres. Et donc nous sommes là à proposer ce chatoiement contradictoire, et s'il n'est pas là, c'est que nous avons éteint tous les feux et qu'il ne se passe plus rien et que nous ne jouons pas notre rôle d'espace public, de service public, hein, qui a son importance par rapport au jeu du marché et de la circulation gratuite hein, par les réseaux sociaux. C'est un modèle de marchand. Les réseaux sociaux, c'est marchand, on gagne du fric, mais
sur la base de la gratuité de l'utilisateur. Hein. Bon. Et donc tout ça, c'est l'espace marchand, et on propose un espace public de service public qui permet une respiration et qui paraît, comme disait la charte de bibliothèque de 1992, la bibliothèque est indispensable à l'exercice de la démocratie. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Merci à nos 4 intervenants hein, d'avoir pu apporter chacune leur éclairage sur les différentes questions qu'on a pu évoquer lors de cette table ronde. Donc, ce qu'on vous propose dans le temps qui nous reste, hein, c'est de pouvoir ouvrir un espace d'échange, de questions-réponses. Donc, il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été déposées dans le fil de discussion. Alors, pour les intervenants, on n'a pas réussi à mettre en place un groupe de discussion spécifique, donc je pense qu'on va prendre les questions au fur et à mesure, et si vous voulez vous proposer pour y répondre, si vous pouvez lever la main, comme ça on saura voilà, à quels intervenants passer la parole. Alors Agnès, je pense qu'on a déjà j'ai noté qu'il y avait 2 questions qui se rejoignaient sur la question de la littérature jeunesse. Une personne, donc Nadège Bold, qui dit donc personnellement, je trouve qu'il est plus facile de se positionner face aux controverses en adulte qu'en jeunesse. J'ai une demande de roman LGBT en roman ado, avec un appel à la bibliothèque d'Alsace, une intervention de l'élu qui a préféré du coup mettre cet ouvrage dans la section adulte. Et on a une question un petit peu connexe, comment rester neutre face à un public ado en évitant la censure des parents, par exemple quand on propose des indications de lecture qui abordent un thème selon différents points de vue et donc qui risquent de choquer. Alors là, on touche à la littérature jeunesse et à la question peut-être, si je comprends bien, hein, de comment est-ce qu'on peut aborder des thématiques parfois sensibles en littérature jeunesse. Élise Canap aussi, oui, je vous laisse la parole sur cette question. Oui, alors pour répondre aux collègues, effectivement, une réflexion que nous, on a pu avoir à la médiathèque Frida Kahlo, et je pense que ça joue aussi sur la question de l'âge un peu particulier que celui de l'adolescence, c'est qu'en fait, on a des bibliothèques où il y a des sections jeunesse, des sections adultes ou des sections ados. Et effectivement, c'est vrai que ça pose toujours question sur cet âge vraiment sensible, où on va osciller entre les deux, entre les choix imposés par les parents ou par l'entourage ou par l'école surtout, et les tâtonnements pour développer son propre univers et ses propres explorations littéraires, personnelles, etc. Et finalement, si on compare avec la situation aux États-Unis, c'est beaucoup sur la littérature adolescente que se concentre la question. Et d'ailleurs, les sections identifiées littérature adolescente commencent à disparaître dans énormément de bibliothèques aux États-Unis. Et en fait, finalement, la question, elle se place peut-être sur un jeu autre qui est celui des espaces. Par exemple, nous, on avait, quand on a ouvert, donc en 2024, un fonds adolescent. Il était estampillé comme tel et il était sur un mur entier de collections. Ce qu'on a constaté, c'est que pour les adolescents eux-mêmes, c'était compliqué parfois d'aller dans ce fonds en présence de leurs parents. Et en même temps, c'était aussi compliqué parce que, alors la romance ou la fantaisie a aussi cette particularité que dans ce qui était en section adulte, en fantaisie ou en romance, il y avait des choses qui étaient compatibles avec les adolescents en fait. Et donc, à un moment donné, on a décidé, donc au bout d'1 an en fait, de supprimer le fonds estampillé adolescent et de mélanger les romans ados avec la littérature jeunesse quand on était jusqu'à peu près 14-15 ans. Et donc, c'est écrit ado, mais en même temps, comme il est écrit plus 7 ou plus 10 en fonction du niveau de lecture sur les ouvrages de la fiction jeunesse. Et à côté de ça, dans la littérature adulte, on a abaissé l'âge, ce qui fait qu'il y a moins de distinction et il y a plus de fluidité, puisque la littérature, au sens, l'étage roman non identifié par un âge, il commence plus jeune en fait. Et donc, par ce jeu sur les espaces et la valorisation, on a essayé d'interroger cette question comme ça. Après, on n'a pas eu de pression d'un élu pour identifier ou pas un livre par un âge. Et si je vous renvoie à la position de l'ABF sur la question de est-ce que c'est une bonne idée
de mettre des classements d'âge sur la fiction jeunesse. Donc, globalement, on pense que c'est une fausse bonne idée. Et je vois Monsieur Mollier qui veut intervenir, donc je vais lui laisser la parole. Mais effectivement, il y a une vraie question qui se joue en ce moment sur ça. Et effectivement, nous, sur l'âge de l'adolescence, on a fait le choix de travailler l'implantation et le classement. Oui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'au fond, on assiste aux États-Unis et dans certains pays d'Europe à une sorte de retour à l'ordre moral, mais pas l'ordre moral du passé, bien entendu, un ordre moral adapté aux polémiques, aux controverses et aux idéologies d'aujourd'hui. Je m'explique de la manière suivante. Au fond, après 1945, en gros, la société avait considéré qu'il appartenait à l'école d'un côté et au monde de la lecture publique de se substituer aux familles et d'inciter à la lecture dans un premier temps et ensuite d'offrir des lectures les plus diverses possibles à la jeunesse. Depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ça a commencé avec les Tea Parties aux États-Unis, on assiste à un retour. Les familles veulent en quelque sorte reprendre le pouvoir et en effet, les groupes de pression qui prétendent parler au nom des familles, eh bien, se mettent à exercer une pression sur le monde de la lecture publique en considérant que, aux États-Unis par exemple, il ne faut plus parler de genre, de sexe, de racisme. Il y a toute une série de questions qui doivent être renvoyées au fond au monde des adultes, les familles étant souveraines pour traiter de ces questions-là. Alors ça ne vient pas avec la même violence, à ma connaissance, en France, mais quand même, on voit apparaître du côté de l'extrême droite une tentative pour essayer de s'emparer aussi de ces questions. Et j'ai bien conscience que pour vous, bibliothécaires, vous êtes placés dans une situation très inconfortable, mais au fond, je suis persuadé que, comme vous venez de le dire, Madame Canable, il y a des moyens de résister aux pressions, de montrer qu'il faut continuer à offrir la diversité et de permettre aux adolescents de s'épanouir dans une société relativement libre. Merci beaucoup. Alors, je prends... Ah, Monsieur Lahari. Oui, juste un mot. C'est le domaine sur lequel il y a le plus de pression. Des pressions, en gros, individuelles d'élus, souvent en fonction de leurs convictions personnelles, mais des groupes organisés, et notamment les groupes qui se mobilisent autour de l'éducation affective et sexuelle à l'école, qui sont contre ces... Donc ça, ce sont des groupes qu'on peut identifier avec un certain nombre de groupuscules, etc., et qui sont extrêmement actifs et qui peuvent se mobiliser à un moment donné. Ça passe par bouffer, ces mobilisations, hein, et qui peuvent revenir en mobilisation sur ces sujets, indépendamment qui ne sont pas les usagers locaux, hein, qui sont les groupes de pression nationaux bien organisés par réseaux sociaux. Nous avons deux messages qui sont un peu en écho, donc de Nadège Nold qui nous dit « Dark romance, homosexualité, genre, doit-on créer un nouveau pôle ou les étiqueter pour les signaler pour les âmes sensibles, donc consultation en toute conscience, ou encore envenimer les choses, notamment en jeunesse. » Et puis Nathalie qui dit n'oublions jamais que l'usager de la bibliothèque a le choix de choisir ou pas un ouvrage. Voilà, je pense que c'est toute la question du choix. Claude Poinçonneau. Oui, moi je trouve ça très intéressant, mais sur la réponse sur le classement, je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait essayer. Probablement, le test, ce serait le meilleur outil. Mais ce que je trouve frappant, c'est que, évidemment, quand ça vient de groupes organisés, c'est une démarche politique, on voit bien. Mais dans le même temps, les enfants, on leur offre dès leur plus jeune âge un instrument qu'ils ont dans la poche et qu'ils utilisent. Alors, des fois avec du contrôle parental, mais pas toujours, et avec contournement. Donc, je trouve qu'il y a une incohérence qui est forte. Et
du point de vue des jeunes eux-mêmes. C'est-à-dire que l'adolescence, c'est justement le moment où ils apprennent à dire « je ». Et ils apprennent à dire « je » parce qu'ils sont obligés de dire « je ». Parce qu'un ado qui dit à 15 ans « je ne sais pas, je vais demander à maman », il est stigmatisé à juste titre parce qu'il n'existe plus comme « je ». Donc c'est ça. Donc il faut trouver moyen pour qu'ils puissent se fabriquer comme « je ». Et en même temps, voilà, et à distance à la fois de ses parents, parce que, bah oui, mais aussi d'autres groupes. Et c'est pas facile, non, mais je reconnais. Donc je n'ai pas la réponse, mais je comprends bien le problème. Je suis désolé. Merci beaucoup. Alors, je reprends une question qui a été déposée dans le chat un peu plus tôt, et c'est une question qui revient, en tout cas, moi, dans un contexte professionnel, je la vois revenir très souvent. C'est sur la question du pluralisme dans les collections santé-médecine. Une personne qui évoque qu'il est important de représenter toutes les idées, mais que penser des livres sur les médecines alternatives ou avec des auteurs qui font l'objet de controverses, mais qui sont appréciés du public, c'est un cas particulier, mais en tant que bibliothécaire, où pouvons-nous mettre la limite sur ce que nous pouvons acheter ou pas? Donc, c'est vrai que c'est la question comment dire, de la médecine alternative, je pense que c'est un sujet qui revient très souvent au sein de la profession. Madame Canap, si vous voulez prendre le premier tour de parole. Oui, je vais faire un retour d'expérience concret, parce que du coup, il y a deux aspects. Il y a d'une part, dans la collection courante, c'est pareil, on a fait un gros travail de reclassement en cours de route depuis l'ouverture, parce que dans un classement en langage naturel, on avait un espace santé, un espace bien-être, un espace, il y avait une cote santé médecine naturelle. Et on a fait le choix rapidement, suite au questionnement du public qui était légitime, mais suite aussi à nos questionnements professionnels et à l'évolution de notre réflexion et de ces enjeux dans l'offre qui nous était proposée éditorialement, de modifier, de basculer, d'enlever le mot médecine, par exemple, et d'indiquer en bien-être, soins complémentaires. En fait, on garde l'idée du soin, mais peut-être on enlève cette question de la médecine parce qu'on n'est quand même pas dans le cadre médical. Et également, dans les succès du moment, forcément, on a vu apparaître des ouvrages à un moment donné qui pouvaient être anti-vax, par exemple. Et on a aussi, dans nos engagements, dans la charte documentaire du service, mais dans nos engagements, la question de la fiabilité de l'information. Et donc, effectivement, si c'est dans le domaine des succès du moment, on peut médiatiser au public que le livre, il est à prendre avec le grain de sel, qui est que c'est un livre qui fait polémique. Il est dans ce fond-là, il est issu des meilleures ventes, mais c'est un ouvrage qui fait l'objet d'une polémique. Et ça, du coup, c'est un cadre qui est borné. Je conçois que quand on n'a pas un fond aussi identifié que nous, ça peut poser question. Mais il y a certaines choses qui vont être légitimes dans des fonds, dans une fac de biologie, dans les bibliothèques. Forcément, avoir des ouvrages qui posent la question de la légitimité des vaccins à un niveau complexe, ça a du sens. Dans une bibliothèque de lecture publique, nous, on va se poser beaucoup plus de questions sur notre responsabilité et vis-à-vis de ces questions. Et donc là, quand j'ai des interpellations de collègues sur ces questions, on revient souvent à la question du code de la recherche, en fait, et de qu'est-ce qui est indiqué comme étant l'intégrité scientifique. Et il est important parfois de relire certains documents fondateurs qui disent qu'il y a une démarche scientifique qui doit garantir l'honnêteté et la transparence de la démarche scientifique qui a abouti à ce résultat. Et effectivement, ça permet d'expliciter auprès du public qu'on se réfère à ces éléments-là et que ça permet de faire le tri parfois dans l'offre qui nous est proposée et même dans les suggestions qui nous sont faites pour dire que sur des fonds scientifiques, eh bien, il faut s'assurer que les publications respectent ce qui est l'intégrité scientifique. Merci, je crois qu'il y avait une main levée du côté de Monsieur Lahari également.
Oui, c'est un sujet sur lequel effectivement il y a des difficultés. Euh, pour se rassurer tous, relisons la loi Robert, égalité d'accès à l'information et non à la désinformation, au savoir et non aux anti-savoirs. Là, on a un guide qu'on n'a pas en politique, hein, effectivement, pour dire voilà des critères. Alors, les équipes font des arbitrages différents, hein, tout le monde ne fera pas la même chose, ça fait rien, mais c'est ça l'idée. Alors, on parle beaucoup de la notion de tiers de confiance. La bibliothèque elle-même ne peut pas être elle-même tiers de confiance, car elle ne possède pas elle-même tous ses savoirs, etc. Mais elle délègue en gros la confiance, elle se réfère à d'autres tiers de confiance. C'est ça. On sait bien que la notion de liberté d'expression est indispensable de la notion de tiers de confiance. Sinon, on croit n'importe quoi et on met tout sur le même plan. Et donc, on a affaire à des tiers de confiance et donc on est légitime à avoir un certain tri dans ce domaine. Le comité d'éthique avait fait, lors d'un congrès de l'ABF qui était sur la politique documentaire, un atelier où on avait mélangé des livres sur des questions scientifiques qui étaient, voilà, euh, euh, dignes de confiance ou pas. Il y avait notamment un livre de médecine où toutes les affections étaient d'origine psychosomatique. Là, on arrive à des questions de responsabilité parce que ça peut être dangereux. Et donc, voilà, on se débrouille, c'est pas facile, on fait parfois des choix sur lesquels on revient, mais on a au moins une ligne directrice, hein, et des principes sur lesquels on peut s'appuyer. Il y a une pétition qui a circulé récemment qui venait de milieu d'éditeurs de médecine alternative qui s'appelait Censure dans les bibliothèques, la police de la pensée débarque dans vos bibliothèques. Et il traitait justement de cette question-là, de refus d'acquérir certains ouvrages pour ces raisons-là. La question de la classification, c'est important, mais en fait, il faut savoir quand même que les gens sont assez indifférents eux-mêmes à la classification, du moment que ça se trouve, voilà. Ils prennent. Alors, Je vais Madame juste ouais. répondre à une question du chat qui est pour clarifier mon propos sur les ouvrages. Effectivement, dans les succès du moment, au bout de 6 mois, on examine la compatibilité avec la politique documentaire. Et si les ouvrages ne sont pas compatibles et ne sont pas conformes à la politique documentaire, ils n'intègrent pas la collection. Ça peut être pour de multiples raisons. L'exemple que j'utilise habituellement, c'est que par exemple, ça causerait un déséquilibre dans la collection. Par exemple, toutes les semaines, il y a des nouveaux livres sur les airfryers, sauf que la collection n'a pas besoin de 50 livres sur les airfryers. Donc, toutes les semaines, au bout de 6 mois, on détermine que on a besoin d'un certain nombre de livres sur les airfryers, mais pas plus, en fait. Sinon, c'est une vision distordue de la réalité de la cuisine des gens. Et en fait, cette question-là, du déséquilibre, elle peut se placer sur les tendances politiques des ouvrages qui sont dans les succès du moment. Et au même titre, s'il déséquilibrait la collection dans son pluralisme, eh bien, il n'intégrerait pas. Ou si les informations données ne sont pas vérifiées, si les informations ne sont plus, ont fait l'objet d'une polémique et ne sont plus justifiées, dont l'intérêt est passé ou qu'elles se sont révélées être erronées, effectivement, les ouvrages ne rentrent pas dans la collection finale. C'était juste pour clarifier, pour que ce soit clair pour tout le monde. Merci. Il y a une main levée, Monsieur Mollier. Oui, c'est juste un mot pour étendre un peu au-delà de cette question sur la santé et la médecine. Madame Canaples a très bien rappelé que vous avez une obligation de fiabilité de l'information. Et au fond, c'est la réponse que vous avez à apporter lorsqu'on vous demande pourquoi dans tel et tel secteur il y a ou il n'y a pas de livre. Et là-dessus, ça renvoie à une discussion qui avait été lancée par Claude Poisneau tout à l'heure. Non, les influenceurs ne sont pas tous fiables de la même manière du point de vue de l'information. Et il ne s'agit pas de nier que chacun puisse avoir naturellement une opinion, mais toutes les opinions ne se valent pas. Si ma voiture ne démarre pas, ce n'est pas au boulanger que je vais demander d'intervenir, mais évidemment au garagiste. Et de la même manière, on ne peut pas dire que malgré ce qui se passe au niveau sociologique avec les réseaux sociaux, toutes les opinions se valent. Il y a bien, et c'est plus facile évidemment dans le domaine des sciences et des sciences dures ou des sciences humaines et sociales, de rappeler
qu'il y a effectivement des spécialistes dont les travaux font autorité et que par conséquent, sur ces sujets-là, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Sinon, alors, on va remettre en cause l'héliocentrisme et revenir aux errements du Moyen-Âge. Je pense que même si c'est compliqué, parce que ça ne peut pas être présenté de manière dogmatique ni autoritaire, mais la discussion doit permettre de montrer au public que vos choix sont raisonnables et qu'ils sont surtout raisonnés. Ils ne proviennent pas d'une lubie du bibliothécaire ou de la bibliothèque, mais d'un choix raisonné de faire appel effectivement aux spécialistes les plus compétents dans chacun des domaines. Ce qui n'exclut pas d'avoir des livres dont tout le monde parle, mais effectivement en les mettant à côté et en montrant bien qu'ils ne représentent pas l'opinion scientifique sur la question. Merci, merci beaucoup pour vos différentes interventions sur cette thématique. Alors, je crois qu'on a 2 questions qui sont aussi assez rapprochées en termes d'enjeux. Donc, il y a une question qui a été déposée assez tôt dans le chat, hein, sur la question du coup des intérêts privés, hein, notamment voilà, on a parlé du groupe Bolloré un peu plus tôt dans la table ronde, hein. Voilà, de certains acteurs économiques, en tout cas, je reprends le verbatim, hein, de la question qui a été déposée dans le chat, des acteurs économiques qui mènent une bataille culturelle en investissant notamment la presse et l'édition. On a une autre question connexe qui a été déposée là juste avant sur les espaces de presse, justement, qui sont devenus donc de plus en plus compliqués à présenter, avec une concentration des propriétaires et leur poids éditorial dans l'information à grande échelle, qui pose la question de la fiabilité de revues et de journaux établis historiquement. Comment maintenir un pluralisme idéologique quand 5 revues politiques sur 6 ont la même tendance politique? Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite... Oui, Monsieur Mollier. Oui, je reprends la parole sur cette question. Il faut faire attention. La propriété des maisons d'édition ou des journaux est une chose, mais la possibilité pour les équipes rédactionnelles de choisir librement ce dont elles vont traiter en est une autre. Ceux qui se basent simplement sur la propriété de la presse ont tort. C'est trop facile de dire que les plus grands journaux appartiennent uniquement à des milliardaires. Mais qu'est-ce qu'on a dit une fois qu'on a dit ça? En réalité, Le Monde et Libération, qui appartiennent en effet du point de vue capitalistique à des milliardaires, se sont dotés d'une charte intérieure qui interdit à l'actionnaire de référence de pouvoir intervenir auprès de l'équipe rédactionnelle. Donc, la question de la propriété du capital ne se pose plus. En revanche, il n'y a pas cette même clause au Figaro, par exemple. L'Humanité, qui est un journal d'extrême gauche, ou en tout cas d'une gauche radicale avant que LFI n'apparaisse dans le paysage politique. L'Humanité a accepté, il y a une quinzaine d'années, non, davantage, pardon, c'était du vivant de Jean-Luc Lagardère, donc avant 2003, l'Humanité avait accepté, à un moment où elle avait des difficultés, que Jean-Luc Lagardère prête de l'argent ou mette de l'argent dans le capital. Est-ce qu'on a observé un changement de la ligne éditoriale avant et après? Non, évidemment. Donc attention, autant moi qui suis le spécialiste de ces questions de concentration et qui met l'accent sur les réalités économiques, je puis le faire, autant en même temps, je ne tomberai jamais dans l'excès qui consisterait à dire que la seule question du capital et de la propriété donc financière est importante. Alors, en revanche, dans le monde de l'édition, là, on a bien assisté effectivement à un assaut inédit. L'arrivée de Vincent Bolloré à la tête du groupe Hachette à partir de juin 2022, qui est le moment où il a eu 55% des actions de Lagardère et donc mécaniquement la majorité chez Hachette, a entraîné un certain nombre de dérives, et notamment dans la maison d'édition Fayard. Mais là encore, je dirais, faisons attention. Si effectivement, chez Fayard, et j'anime un groupe qui fait que les auteurs Fayard dont je suis demandent, moi j'ai obtenu le retour de mes droits, et donc je retire mes livres. 5 de mes livres ne sont plus accessibles sur le catalogue Fayard, ils m'ont rendu mes droits. Donc, nous animons une campagne parce que nous ne voulons pas que l'on confonde les sciences humaines et sociales avec le domaine de la politique. Et autant nous considérons que les hommes politiques, bien entendu,
qu'il s'agisse de Bardella, de Sarkozy ou de n'importe qui, ont le droit d'être édités convenablement et diffusés convenablement, mais ils ne peuvent pas utiliser le capital symbolique que représentent les auteurs d'un catalogue prestigieux comme chez Fayard pour leur servir de tremplin ou de marchepied. Donc, il faut d'une certaine manière que les vaches soient bien gardées et que chacun mange l'herbe de son pré, si vous me permettez cette métaphore. Donc, il ne faut pas confondre pour autant et aller jusqu'à des excès que l'on voit aujourd'hui qui consisteraient à ne plus acheter de livres publiés par Kalman Levy, par Grasset, par Stock, par Lattès, par Le Livre de Poche, sous prétexte que ce sont aussi des filiales d'Hachette-Livre qui appartiennent donc à Vincent Bolloré. Il s'agit de regarder les catalogues et de voir s'il y a en effet une évolution du catalogue, auquel cas, effectivement, il y a des précautions à prendre et éventuellement des mesures à adopter, mais on ne peut pas généraliser à outrance, sauf à tomber dans un excès absolument inacceptable. Les catalogues des autres filiales de Hachette, au moment où je parle, à date, dirait-on aujourd'hui, n'ont pas changé. Donc, pour le moment, le seul catalogue qui a modifié radicalement sa physionomie, c'est celui de Fayard. Alors, on a plusieurs mains levées sur cette thématique et juste pour sensibiliser les intervenants à la question du temps, il est midi dans un peu moins d'une minute. Donc, on va essayer de ne pas être trop long. Monsieur Lahari. Oui, très rapidement, ce que je disais précédemment, être ni homothétique ni antithétique, ça veut dire qu'on garantit un pluralisme qui n'est pas en proportion de ce qu'il y a sur le marché. Donc, ce qui se passe, c'est que le pluralisme, il doit être visible, hein, et il est d'autant plus visible sur un présentoir de périodiques. J'ai projeté le présentoir des périodiques de la médiathèque Les Champs Libres de Rennes hein, lors d'une journée d'études. C'est très, très spectaculaire. Et donc là, on a un large éventail. Et donc, il faut garder cet éventail sans tenir compte des proportions du marché. On garde le pluralisme. Et puis, il y a aussi ce qui est en ligne, les bouquets en ligne. Les bouquets en ligne sont très larges. Là, il n'y a plus ce problème de place. Il faut dire aussi que la plupart des bibliothèques n'ont pas les moyens d'avoir beaucoup d'abonnements. Et donc là, il y a des arbitrages importants, qu'on fonctionne en réseau et que les bouquets aussi, c'est une solution qui est intéressante quand c'est fourni, je ne sais pas si c'est votre cas, par le département, par exemple. Hein, et donc, ça donne un éventail large. Merci beaucoup, Madame Canaple. Oui, je voulais juste dire qu'il y a de plus en plus de bibliothèques où on voit apparaître à côté des présentoirs de presse, mais aussi dans les rayonnages de collections, les cartographies qui peuvent exister, qui permettent d'expliciter au public qui possède quoi. Et d'ailleurs, il y en a une qui est sortie également dans le monde de la musique récemment. Et du coup, c'est aussi intéressant de pouvoir être transparent avec le public. On est aussi des professionnels de l'information et de la documentation et de la chaîne du livre, de la chaîne de valeur des supports culturels dans lesquels on travaille en fait. Et il y a énormément de bibliothèques qui ont des programmes d'éducation média à l'information, mais par exemple, ne serait-ce que expliquer la différence qu'il y a entre un essai et un document, entre journaliste d'information, journalisme d'opinion. C'est des choses qui font partie de la déontologie des journalistes et il y a de plus en plus de résidences de journalistes dans les établissements scolaires, mais aussi des programmes qui sont travaillés avec les bibliothèques. La bibliothèque d'Alsace a aussi un programme, par exemple, de manifestation autour de la désinformation et des fake news, mais c'est vrai que l'explicitation de comment est construite l'opinion ou de comment, à contrario, de quelle est la déontologie journalistique et de ces différences qui peuvent être subtiles, mais qui parfois, enfin, dans l'univers effectivement horizontalisé des réseaux sociaux, peut finalement brouiller les codes et brouiller les pistes. Et c'est vrai que de nombreux bibliothécaires sont engagés sur ces questions et c'est un chantier important de notre métier aujourd'hui qui peut prendre de multiples visages, mais on sait combien les collègues sont engagés sur ces questions-là. Merci, Monsieur Mollier. Vous vouliez reprendre la parole? Oui, juste rajouter un mot, parce qu'il existe effectivement deux cartes sur qui possède quoi, celle
des éditions Agone et l'autre de la Fédération des éditeurs indépendants. Elles sont utiles, mais je reviens sur ce que j'ai dit dans mon intervention. La question de la propriété du capital ne doit pas obscurcir les esprits. Sinon, on aboutit à la proposition qui a été faite par les soulèvements de la terre dans le livre Débordé-Bolloré de censurer de toute façon systématiquement l'ensemble du groupe Hachette et inciter les libraires à ne plus jamais acheter, à ne plus passer aucune commande pour le livre de poche, pour Stock, pour Lattès, Grasset, etc. C'est une absurdité et c'est une censure insupportable et je ne pense pas que le monde des bibliothèques puisse aller vers cela. Donc, oui, montrer ces cartes, mais à côté, faire en sorte que la question de la propriété soit bien mise en regard de la réalité des catalogues. Et je terminerai en disant, avant la mort de Jean-Luc Lagardère en 2003, le fait que ce milliardaire soit propriétaire du groupe Hachette n'a jamais posé de problème à personne. Et même de 2003 à 2020, son fils et lui ayant succédé à sa mort, ça n'a jamais posé de problème. Le problème, il s'est posé avec l'arrivée d'un nouvel actionnaire de référence qui, lui, a un projet politique et idéologique. Il y a une dernière question que je ne voudrais pas laisser sous silence qui concerne les ouvrages autour de l'abbé Pierre. Il y a eu plusieurs demandes dans le chat et savoir voilà, ce qu'il faut en faire. Je ne vais pas relire le... Oui, Élise. Oui, sur les ouvrages ou d'ailleurs les films, qui mettent en scène ou qui correspondent à une vision qui s'est avérée erronée d'une personnalité. Il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui sont réellement condamnées et où on va avoir des portraits de ces personnes qui n'incluent pas ces nouvelles informations. Et donc là, ce qu'il était possible de faire au début, c'était de pouvoir dire au public, en fait, la collection, elle est dans son intégralité. Donc effectivement, on a ce livre qui présente la figure de l'abbé Pierre, pour prendre cet exemple, et qui est désormais s'est avéré être une information partielle, et parfois partielle aussi, mais partielle, sur la vie de ce personnage. Mais on a toute notre collection de presse qui, elle, présente en temps réel la révélation d'un autre visage de cette figure. Et ensuite, une fois que le temps de l'édition est passé, il y a des ouvrages, mais il faut leur laisser le temps d'être écrits. Et il faut aussi se permettre de dire, c'est le renouvellement de l'information. Les informations s'avèrent être erronées ou partielles. Et donc, on remplace les ouvrages qui ne sont plus à jour par des ouvrages à jour. A contrario, des figures qui sont vraiment juste purement controversée et dont, par exemple, je vais prendre la figure de Gérard Depardieu. Est-ce qu'il est légitime d'enlever tous les films où Gérard Depardieu est présent à l'aune des enquêtes en cours pour des violences sexistes et sexuelles, sachant qu'on n'a pas encore une condamnation et que les personnages qui sont joués, le travail complet de toute l'équipe qui a participé à ces films, le scénario, etc., n'est pas à remettre en cause sur juste une figure. Et donc ça, effectivement, on n'est pas tout à fait dans le même débat. Et c'est à nous, effectivement, de pouvoir répondre aux usagers qui nous interpellent, de pouvoir répondre aux collègues qui se posent des questions sur cette différence qu'il y a à cette distinction-là, en fait. Entre des portraits qui s'avèrent erronés et qu'on peut mettre à jour, et juste la présence d'une personne controversée à l'intérieur d'un objet culturel qui n'a pas à voir directement avec cette personne. Merci beaucoup. Alors, on a une dernière question sur le rôle des bibliothèques départementales. Je pense qu'on ne va pas pouvoir la traiter en profondeur, mais je voulais juste rebondir sur cette question-là pour voilà, peut-être expliciter un peu la position de la Bibliothèque d'Alsace par rapport à ces enjeux. Justement, on a souhaité proposer ce webinaire aujourd'hui dans une perspective aussi je reprends les termes utilisés dans le commentaire, de sensibilisation des bibliothèques du territoire, mais pas que, puisqu'on a ouvert ce webinaire aux bibliothèques, aux professionnels au-delà de l'Alsace.
de sensibilisation autour de ces questions, de pouvoir ouvrir en fait cet espace de discussion. Mais on voit qu'il y a d'autres bibliothèques départementales qui le font aussi, hein. On n'est pas les premiers à organiser des webinaires de ce type-là. Donc je pense qu'effectivement, la bibliothèque départementale, dans son rôle d'ensemblier, entre guillemets, a peut-être un rôle en matière de formation, hein, qui constitue aussi une de nos missions premières à pouvoir voilà, intervenir sur ces questions-là, puisque je pense qu'il y a de nombreuses bibliothèques communales, intercommunales voilà, qui sont face à ces enjeux et qui n'ont pas forcément les réponses à leur échelle individuelle. Mais on pourra peut-être approfondir cette question, je la note, comme voilà, un sujet d'intérêt, peut-être à soumettre aussi au sein de la BD. Donc, comme on a déjà dépassé un petit peu le timing, mais voilà, on a eu des échanges vraiment très riches. Donc merci beaucoup à la fois aux intervenants et aux participants. On va clôturer du coup ce webinaire. Donc voilà, pour rappel, hein, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revisionner, y compris pour les personnes qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout. Voilà, on espère vraiment que ce temps d'échange, cette table ronde aura pu vous apporter voilà, des éclairages théoriques et puis aussi peut-être des clés et des repères concrets pour vous en tant que professionnel dans votre quotidien. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si au niveau des intervenants, si vous souhaitez rajouter un petit mot de la fin, mais voilà. Merci infiniment en tout cas à nos 4 intervenants et puis à l'ensemble des personnes qui ont participé à ce séminaire. Bonne journée et à bientôt peut-être pour un autre, peut-être qu'il y aura un acte 2 sur un autre séminaire sur cette thématique. Merci.